Après, un petit moment après avoir fini, le pianiste, il nous a dit vous devriez lire le bouquin de Rocher. Alors tout le monde a lu ce bouquin, puis on dit mais tu me demandes de lire ça, puis on ne peut pas faire un film avec un truc comme ça. Et finalement, il nous a filé le scénario. Et tous les gens qui le connaissaient, ils lui disaient mais ne fais pas ce film-là parce que tu vas avoir des problèmes. Bon, François a eu raison, je veux dire, de le faire finalement. En fait, ça va un petit peu à l'encontre de ce que je dis toujours. Je dis que quand on veut faire un film, c'est d'abord une histoire d'amour. Il faut avoir envie de faire cette histoire-là avec ce metteur en scène-là, l'équipe et les comédiens. Et là, aucun des gens n'avait envie de faire le scénario. Enfin, pour celui-là, il semblait, contrairement à toute équipe qui au début lui disait de pas tourner le film, pour celui-là, il semblait être assez serein. Mais en plus, je veux dire, l'équipe a vite tourné Kazakh, je veux dire, parce que quand on a vu les premiers rushs et tout ça, ça semblait être une chose qui commençait à tourner bien rond dès le début. Je veux dire, on sentait très bien que ça dépassait complètement le stade de l'écriture du scénario. Donc, je veux dire, il y avait le côté rassurant. C'était vers 1912. Jules, étranger à Paris, avait demandé à Jim, qu'il connaissait à peine, de le faire entrer au bal des Quatre Arts. Jim lui avait procuré une carte et l'avait amené chez le costumier. C'est pendant que Jules fouillait doucement parmi les étoffes et se choisissait un simple costume d'esclave que naquit l'amitié de Jim pour Jules. Non, je veux dire, en fait, la préparation, bien que c'était un film qui semble comme ça pour les faire impromptu, je veux dire, la préparation s'est faite comme sur un film classique, c'est-à-dire qu'on a été voir les décors, on les a choisis ensemble, pour le côté pratique, pas pratique. Bon, des fois, on avait deux décors pour la même scène de prévu, je veux dire, bon, on en discutait pour savoir celui-là plus pratique à éclairer, celui-là plaisait plus à François, je veux dire, bon, la décision se prenait à ce moment-là. Mais en fait, je veux dire, c'est un film. C'est un film classique, je veux dire, mais avec une espèce de côté de légèreté. C'est pour ça qu'il voulait tourner avec les caméflex, parce que ça évite d'avoir trop de monde sur le plateau. Ça, c'est au début, je veux dire, c'est une chose qui le paralysait, ça, de voir le perchman, l'ingénieur du son, le recorder, quatre machinistes, c'est un 5 électricien. Ça le foutait hors de lui, ça. Donc, je veux dire, donc il était plus sur un système à petite équipe, exactement comme si on avait fait une scène de nuit à un moment donné. Il y a des scènes, par exemple, qui avaient besoin, par exemple, beaucoup d'intimité, parce que, je veux dire, c'est des scènes qui avaient besoin d'être jouées. Et en plus aussi, dans ce chalet, je veux dire, il y avait, les pièces étaient toutes petites, je veux dire, donc, bon, il y a eu une scène qu'on a fait avec Jeanne qui avait des confidences à faire, etc. Bon, il y avait François qui était là, moi, et puis juste le focus puller pour éventuellement rectifier le point, je veux dire. Mais en même temps, je veux dire, à la limite, on n'aurait même pas pu mettre quelqu'un d'autre. Mais en même temps, ça apportait beaucoup, parce que c'est vrai, pour les comédiens, c'est bien de ne pas être avec 25 spectateurs l'année collés sur eux, je veux dire. Vous voyez en moi les plus malheureux des hommes, parce que j'ai deux épouses. La première épouse et la seconde épouse. Bon, dans Jules et Jim, on a utilisé, bon, à chaque fois que c'était possible, la lumière naturelle. Bon, et quand c'était pas possible, je veux dire, on a éclairé. Bon, c'était éclairé avec des petites sources de genre RFL et des choses comme ça. Et qui était une lampe avec un réflecteur qui faisait 500 watts, de manière à pouvoir rentrer, comme on était dans un décor naturel qui était dans l'ensemble, je veux dire, disons, le plus gros se passe dans cette espèce de maison dans la montagne. Tout était éclairé avec des RFL qui étaient en light, c'est-à-dire en réflexion sur le plafond. Jim ici, Jules là, et Sabine à côté de moi. François a essayé d'avoir dans ce tournage le plus de liberté possible, c'est-à-dire donc on avait beaucoup de scènes, je veux dire, qui essayaient de faire dans la continuité pour garder ce côté non construit. Alors que c'était une chose, une mise en scène, je veux dire, mais qui ne donne pas l'impression d'une construction. C'est-à-dire qu'on avait donc beaucoup de plans qui sont faits avec des panneaux et des choses comme ça. Thérèse, la locomotive, Bonjour Thérèse, ça va, comment va le... 15 jours de Bon, bonheur. les plans très très longs, ça pouvait pas être plus long que 4 minutes, puisqu'on était sur un carré-flex, donc il y avait que 120 mètres. Hein, je veux dire, donc 400 pieds, je veux dire, ça fait 4 minutes.
Pour le tournage, François, là, après l'expérience qu'on avait eue, son synchrone ou pas son synchrone, là, il a décidé de faire tout avec le Caméflex, simplement avec un son témoin, le white track, mais tout avec le Caméflex. Alors, ça posait quand même un certain nombre de petits problèmes. Bon, il y a eu 2 scènes sur lesquelles on a été synchrone, c'est-à-dire c'est la chanson de Jeanne, parce que là c'était un truc qui a été plus compliqué à synchroniser, et puis une discussion qu'il y a entre Jules, Jim et puis Razvani à propos d'un poète qui est tué, qui meurt au moment de l'armistice. Bon, là, comme il y avait une partie qui était un petit peu non dialoguée, enfin, je veux dire, il y avait des indications qui étaient données, mais en même temps, ça laissait libre cours aux 3 comédiens pour dire un autre texte que celui qui avait été écrit. Dans sa dernière lettre à sa fiancée inconnue, il écrivait « Tes seins sont les seuls obus que j'aime. Je vous montrerai une série de photos que j'ai de lui. En les regardant vite, on croit le voir bouger. » C'est une belle histoire, Jim. Quand il était à la guerre, Jules aussi m'envoyait des lettres très belles. Bon, je veux dire, là, on était dans un film vraiment d'époque, puisqu'en fait, c'est un film qui se passe pratiquement pendant la guerre de 14-18. Je veux dire, on avait gardé un petit peu cette espèce d'idée des films de cette époque-là. Je veux dire, ce côté un petit peu vieillot et un petit peu simpliste dans la description. Mais en même temps, je veux dire, c'est là où je dis que c'est toujours important de voir, pour l'image, de bien comprendre ce que veut faire le metteur en scène, parce que la façon dont il traite ces choses, ça donne plein d'indications pour la façon dont on va faire l'image. Moi, je suis à la disposition du metteur en scène. Je ne fais pas ma photographie, je fais la photographie du film. La photographie, elle est dans le film, elle est là pour ajouter un élément à la dramaturgie, pour ajouter des éléments à l'émotion. On n'a pas à tirer la couverture à soi, c'est pas ça. S'il y a des choses qui me paraissent bizarres, je lui en parle, mais il est le seul à dire non, je veux que ce soit comme ça. Enfin, il dira plus courtoisement que ça, il dira je le souhaiterais. Juste préféré que ce soit comme ça. Bon, avec François, c'est un personnage qui est très, très agréable. Hein, je veux dire, c'est un monsieur qui ne se met jamais en colère, qui est toujours courtois, qui parle très bien, je veux dire, et qui en même temps un vocabulaire précis. Donc, je veux dire, il n'y a pas de côté langue de bois, etc. dans les choses. C'est un directeur qui dirige beaucoup. Moi, je veux dire, j'ai été toujours très étonné parce que quand il dit on va la refaire, bon, il y a des gens, par exemple, Jean-Luc, il dit on va la refaire parce que c'est plus une gestuelle qu'autre chose. François, on la refait parce que c'est quelque chose qui a un sentiment qui n'est pas passé correctement, je veux dire, ou une phrase qui n'a pas été fermée, dont on n'a pas fermé le sens, ou des choses comme ça. Je veux dire. Bon, il y a d'autres metteurs en scène qui disent elle n'est pas bonne, on va la refaire, ils disent rien en se disant peut-être qu'ils vont se démerder tout seuls pour trouver pourquoi elle n'est pas bonne. Moi je sens qu'elle n'est pas bonne, mais je ne sais pas pourquoi. François, c'est pas ça. Ça a toujours été un monsieur qui, je veux dire, où il acceptait ce qui a été fourni. Bon, ça lui arrivait de faire qu'une seule prise. Bon, généralement, il faisait plusieurs prises, mais c'était des prises qui étaient travaillées. C'est-à-dire, et pas travailler que sur la gestuelle, travailler sur le profond, sur la montée de l'émotion. Dans ce film-là, bien que François était quand même lui-même, je suppose, inquiet sur la réussite, je veux dire, ça n'empêchait pas dans sa conception de fabrication du film d'essayer de voir des choses un peu nouvelles. Je suis sûre, absolument sûre que c'est toi le père. Je te supplie de me croire. Ton amour est une partie de ma vie. Tu vis en moi. Crois-moi, Jim, crois-moi. On a filmé un certain nombre de scènes avec un hélicoptère. Bon, à l'époque, il n'y avait pas d'hélicoptère équipé pour tourner des films. C'est-à-dire donc on avait pris un hélicoptère de la protection civile. C'est-à-dire donc il y avait un certain nombre de plans qui étaient simplement des survols de la campagne pour arriver sur les choses, et puis ensuite les plans avec le train. Et il nous est arrivé un petit problème là parce qu'on avait besoin de communiquer avec le sol et on n'avait rien. Alors le premier jour,
des gestes, etc., pour savoir comment ça allait se passer. Alors, finalement, le deuxième jour, on a dit, on va prendre un poste radio. Donc on avait laissé en bas un poste radio militaire, c'était des SR-300, et puis on en avait un dans l'avion, enfin dans l'hélico. Et puis à un certain moment, comme on tournait pas très loin de la frontière franco-allemande, on a été repéré par des services de surveillance qui se sont mis à brailler parce qu'on ne nous avait pas prévenu qu'on faisait du trafic. Il y a même eu un certain nombre de plans qu'on a fait en utilisant le zoom. Mais comme on était en scope, je veux dire à l'époque, il n'y avait pas de zoom scope. Donc tous les plans qu'on a fait en zoom, on les a anamorphosés après pour pouvoir les remettre dans l'image. Mais ça, c'était, disons, pour cette grande liberté qu'avait besoin François pour son récit. Et en particulier, là, il a voulu refaire une chose qui avait été faite dans un film d'Hitchcock, je ne me souviens plus, qui est de faire un zoom inverse. C'est-à-dire, ça veut dire qu'on prend un objet qui est à une certaine place, et puis le travelling recule pendant que le zoom a grossi, de manière à ce qu'on garde le sujet à la même taille. Bon, donc à ce moment-là, on a le paysage qui change dans la mesure où la perspective change. Ça fait partie de ces opérations dont on parle comme ça, qui sont très faciles à en parler sur papier, mais en même temps c'est une complication extrême à faire, parce que les zooms, je veux dire, quand on change le point sur un zoom, à l'époque, je veux dire, quand on change le point sur un zoom, ça donne aussi un petit coup de zoom. Donc ça veut dire qu'à chaque fois, il fallait qu'on fasse une série de repères considérables sur le bord du travelling, que celui qui faisait le zoom fasse soit exactement synchrone, et celui qui faisait le point soit complètement synchrone. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit lisse. Mais ça veut dire qu'il faut... Bon là, ça ne posait pas de problème avec le comédien, puisque c'était une statue, donc on pouvait le faire, mais là, je me souviens, on a passé, pour faire ça, pratiquement 3/4 de la journée, pour faire un plan qui n'est pas très bon, finalement. Ils restèrent 1 heure avec la statue, elle dépassait encore leur espérance, ils tournèrent très vite autour d'elle en silence. Ils n'en reparlèrent que le lendemain. Enfin, je veux dire, pour François, c'était une recherche comme ça, pouvoir faire entrer d'une manière, disons, dramatique l'arrivée de Jeanne. La troisième, Catherine, la française, avait le sourire de la statue de Lille. Son nez, sa bouche, son menton, son front étaient la fierté d'une province qu'elle avait incarnée enfant lors d'une fête religieuse. Bon, c'était une vraie histoire d'amour. Hein. C'était vraiment, toute cette partie dans l'est de la France a été vraiment une équipe complètement soudée. Je pense que ça a dû transparaître un peu dans le film. C'était vraiment une histoire de famille complète. Je veux dire, bon, par exemple, Jeanne, qui à l'époque était une super vedette, je veux dire, elle était à la portée de tout le monde. Bon, je veux dire, elle n'avait pas de chaise à elle. Si elle avait envie de s'asseoir, elle allait chercher un cube, elle s'asseyait, je veux dire, ou elle allait prendre une chaise, elle était débrouillée toute seule. Les autres comédiens étaient Werner, qui était aussi une vedette, adhérait complètement à tout ce système. Bon, quand elle ne tournait pas, des fois, c'était elle qui préparait à bouffer le midi, ou à améliorer des choses en faisant des encas. Là, il est vrai que le film était périlleux, mais je veux dire, je crois que les grandes stars, c'est leur privilège de prendre ce genre de risque. En tout cas, ceux qui sont des vrais grandes stars. Parce qu'il y en a, je suis sûr qu'ils n'auraient pas osé le faire. Mais enfin, Jeanne, je ne sais pas, c'est son style, ça, quand même, de faire ça. Parce que par la suite, elle a fait plein de trucs où il y a des choses périlleuses, où elle a tourné avec des grands, mais elle a tourné aussi avec des tout petits, où elle prenait des risques, mais elle n'a jamais hésité à les prendre. Mais c'est vrai aussi que elle se ne doutait peut-être pas encore à ce moment-là, mais je veux dire, il y a plein de films qui, c'est vrai pour elle comme pour un certain nombre d'autres, mais je veux dire, qui fonctionnent parce que c'est elle. Si on met quelqu'un d'autre à la place, même aussi talentueux, la baraque tombe. Elle a quand même une présence cinématographique considérable. Et, on a tourné une scène là, qui se termine sur les quais de la Seine où Jeanne fait de la provocation, etc. Et puis à un moment donné, elle saute dans la flotte. Bon, alors là, elle a été doublée par une cascadeuse.
Mais en réalité, c'est pas parce qu'elle voulait pas, parce qu'elle s'est mise à l'eau pour pouvoir faire le gros plan sur elle. Alors, en réalité, on avait un problème là qui était le problème avec les assurances. Parce que les assurances qui assuraient Jeanne Moreau pour le tournage, ils n'avaient pas envie qu'elle saute dans la flotte pour risquer de prendre froid ou d'attraper une cochonnerie. Oui, alors, quand la scène où la voiture saute à la flotte, là, bon, on avait trois caméras. C'est-à-dire, on avait deux caméras qui tournaient normalement pour sauter, voir la voiture de loin qui saute à la flotte, l'autre le plan de face. Et on en avait une qui était une caméra avec un ralenti pour filmer la chute de la voiture. Parce que je veux dire, ça descend très vite, hein, je veux dire, pour filmer la chute au ralenti. Et en fait, sur cette caméra, on devait également se remettre en vitesse normale quand la voiture touchait dans l'eau pour pouvoir les... Bon, et puis finalement, cette partie-là a été ratée parce que là aussi, il fallait changer les diaphes en même temps qu'on changeait la vitesse. Ça était mal synchronisé, ça se voyait. Bon, mais en même temps, c'est vrai que c'était une grosse scène qu'on ne pouvait pas rater. Je veux dire, donc il fallait la couvrir. Jules n'aurait plus cette peur qu'il éprouvait depuis le premier jour. D'abord que Catherine le trompe, puis seulement qu'elle meure, puisque c'était fait. On retrouva les corps accrochés dans les roseaux. Il y a eu plein de choses qui sont arrivées, je veux dire, au montage. Je veux dire, là, il y a bon, par exemple, il y a tout un certain nombre de choses, par exemple, des arrêts sur l'image et des choses comme ça. Bon, mais ça, c'est des choses qui sont... François ne les avait pas facilement imaginées pendant le tournage. Des trucs qui sont venus après. Bon, il y a eu, par exemple, des choix qu'il a fait, par exemple, dans un certain nombre de plans qu'il a repris des explosions, des combats, de la guerre. Il y en a un certain nombre qu'il a fait anamorphoser, de manière à ce qu'il soit en taille réelle et en forme, en perspective réelle, et puis d'autres qu'il a laissé complètement, qui se font désamorphoser, etc. Bon, et ça, c'est aussi les choses qu'il a décidées comme ça, je veux dire, en le voyant. Je veux dire. Catherine. Les films, je veux dire, moi j'ai fait beaucoup de films et je me suis rendu compte qu'un film, au mieux, il était au niveau du scénario, où en général, il était toujours un petit peu en dessous du scénario, parce qu'il y arrive toujours plein d'avatars. Je veux dire, bon, les comédiens n'ont pas fait, ils ne représentent pas exactement tout ce qu'on aurait souhaité qu'ils fassent, mais ça ne les empêche pas d'être bons quand même. Je veux dire, il y a des décors qu'on n'a pas eus, il y a tout un tas de choses, il y a plein de petits trucs qui font que le film n'est pas celui que le metteur en scène aurait voulu faire. Là, Jules et Jim, c'est un film qui était assez étonnant parce que enfin, pour moi, je veux dire, il est mieux que le scénario. Il y a une espèce d'osmose de tout un tas de choses qui font qu'on est sur ce que je disais tout à l'heure, le film où on ne peut rien dire. Je veux dire, on attend. Et bon, ça tient à plein de choses. Je veux dire, y compris la musique d'Adèle Rue qui est magnifique, des comédiens qui sont extraordinaire. Mais en même temps, ça fait partie de ces films qui, quand on sort de voir ce genre de film, je veux dire, on ne sait pas faire de critique là-dessus. C'est-à-dire que d'habitude, on se dit, tiens, la musique est pas mal, j'ai bien aimé le dialogue. Là, on sort, on ne sait pas quoi dire. On ne se rappelle plus, on a foutu sa bagnole, on n'a pas envie d'aller bouffer, on n'a surtout pas envie d'en discuter. Je veux dire, c'est le truc extraordinaire. Je veux dire, c'est comme disent les mélomanes, après un concert de Mozart, le silence, c'est encore Mozart. Et le silence qui suit les bouffins, c'est encore Jules et Jim.